Merci pour m'accueillir aujourd'hui. Merci Mathieu. Et puis merci à l'École doctorale de Toulouse qui me propose d'intervenir sur l'éthique. Et effectivement, le sondage indique que c'est quand même assez souvent flou. Et effectivement, c'est bien l'objectif de cette matinée, c'est que pour beaucoup d'entre nous, les liens entre l'éthique, la loi, la morale, la déontologie, c'est des mots qui ont des intersections assez floues et souvent ça peut générer en nous des inquiétudes ou des difficultés à prendre des décisions parce qu'on ne sait pas très bien toujours dans notre vie, lorsqu'on prend des décisions, ce qui doit dépendre justement de l'éthique, de la loi, de la morale. Et donc, l'objectif de cette matinée, c'est justement d'essayer de clarifier tout ça pour permettre d'une certaine manière une plus grande liberté intérieure en étant beaucoup plus à l'aise avec ces concepts et du coup en prenant des décisions de façon plus éclairée et probablement plus libre. Alors, donc, effectivement, donc Mathieu m'a déjà présenté. Donc, moi, je travaille surtout dans la recherche scientifique, mais bon, je m'intéresse à la philosophie à titre personnel depuis des années, jusqu'à publier un livre. Et aujourd'hui, justement, je ne parle pas en tant que professionnel de la philosophie. Je parle de là où je suis, c'est-à-dire moi, j'ai une formation surtout scientifique et une auto-formation en philosophie, qui m'a amené quand même à publier et à donner des cours maintenant en faculté. Mais j'insiste bien pour dire que tous, autant que nous sommes, nous ne pouvons toujours parler que de là où nous sommes et nous ne pouvons parler que des expériences que nous avons eues. D'une certaine manière, nous ne pouvons faire que témoigner d'une expérience. Voilà. Et donc moi, c'est ça que je vais faire, c'est-à-dire que je vais témoigner d'une expérience en tant que scientifique, en tant que chercheur, et puis de mes propres lectures et de mes propres travaux en philosophie, et je ne peux pas faire plus que ça. Et donc c'est important que chacun ait l'humilité de reconnaître qu'il ne peut faire que témoigner d'une expérience que je vais faire aujourd'hui avec vous. Et donc je remercie l'ensemble des gens qui m'ont moi-même formé, hein. Donc, je vais beaucoup citer, par exemple, typiquement Spinoza, Nietzsche, Bertrand Russell, mais aussi mes collègues de la faculté de Toulouse, avec qui j'ai co-développé une partie des diapos qui vont être montrées ce matin, pardon. Donc, lien entre éthique, morale et déontologie. Alors, déjà, pour commencer par une touche un peu humoristique, hein, j'aime bien Oscar Wilde. Oscar Wilde, il rappelait que bah, souvent, avec l'âge vient la sagesse, mais parfois, l'âge vient seul. C'est-à-dire que si on ne s'intéresse pas personnellement, et dès son plus jeune âge, hein, à des aspects un peu philosophiques, et ben, finalement, la sagesse, elle vient pas. C'est pas un truc automatique. La sagesse, c'est plutôt une démarche personnelle d'ordre philosophique. Et on va voir que justement l'éthique se décline à l'échelle individuelle et qu'elle va se présenter beaucoup comme une démarche individuelle de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous dans notre existence pour essayer de mieux comprendre et mieux s'orienter. Voilà, donc ça vient pas tout seul, donc il faut pas attendre et ça vaut le coup de s'y intéresser à tous les âges et on n'est jamais trop jeune pour s'y intéresser et on peut, dès son plus jeune âge, avoir vraiment une vision assez pertinente et intéressante de la sagesse, de la philosophie et de l'éthique. Donc, pour commencer par une petite revue de presse sur ces questions d'éthique et d'intégrité scientifique, il y a des questions éthiques qui se posent en permanence parce que ça vient du fait que les sociétés bougent tout le temps et que nous avons tout le temps des décisions à prendre, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Bon, pour prendre des exemples récents, puisque là on est sur 2024-2025, par exemple, la communauté européenne envisage d'investir 16 milliards dans ce qu'ils appellent des Dual Civilian Military Use, c'est-à-dire de financer des recherches qui ont d'entrée de jeu, dès le début de leur conception, un intérêt à la fois civil et militaire. Et alors, comme l'indique effectivement cet article en bas, est-ce que c'est un hobby ou est-ce qu'on est en présence d'une machine à tuer? Typiquement, si on prend le drone, lorsqu'on développe les technologies des drones, ça a énormément d'applications civiles très intéressantes hein, pour sauver des gens, pour étudier pas mal de processus géophysiques, et ça a aussi des applications militaires directes. Et ça pose assez souvent, j'ai pu le remarquer dans ma carrière, ça pose des grosses difficultés éthiques aux étudiants lorsqu'ils se trouvent en situation de se rendre compte que tous les travaux qu'ils sont en train de faire sur les algorithmes, par exemple des drones, vont pouvoir avoir autant d'applications militaires que d'applications civiles, et donc des fois ça les gêne pour travailler dans ces domaines. Et donc là, on voit arriver tout de suite les questionnements éthiques. La question, c'est à quoi sert mon travail? Quel va être mon rôle dans la société? Et aussi, quelle est ma responsabilité en tant que chercheur lorsque je développe des technologies? Est-ce que je suis tout à fait OK avec le fait que ça sert pour la technologie militaire, ce qui peut être le cas? Ou est-ce que ce n'est pas le cas, parce que je ne veux pas travailler pour cela? Et à ce moment-là, il faut que je réoriente mes recherches dans d'autres domaines.
Donc, c'est des questions vraiment importantes qui peuvent nous concerner tous à un moment donné ou à un autre. On voit d'ailleurs à droite que, par exemple, les universités et les milieux académiques ont majoritairement rejeté cette proposition de la Commission européenne à travers le projet FP10, parce que, effectivement, à partir de 2028, en quelque sorte, la Communauté européenne tend à pousser des universités à prendre un rôle actif dans la recherche militaire, ce qui peut poser des difficultés à certains d'entre nous ou à certains d'entre vous. Alors, pour prendre un exemple dans un tout autre domaine, là, c'est celui du domaine de la gestion de l'eau. Bon, là, on voit un peu façon village d'Astérix, hein, un tout petit village qui essaie de se rebeller contre un système de domination bien plus grand que lui. En l'occurrence, là, il s'agit de la société Nestlé qui a eu un droit officiel, hein, tout à fait légalement. Elle pompe de l'eau dans des rivières de la commune pour alimenter ses sources et pour alimenter ses productions de lait et de produits divers et variés et d'eau en bouteille, mais elle a tellement pompé qu'elle a fini par réduire le débit des cours d'eau à l'intérieur de la commune. Et donc, ça pose un problème, en fait, sur à qui appartient l'eau. Voilà. Qu'est-ce que l'eau? Est-ce que c'est un bien public? Est-ce que ce bien peut être acheté? Est-ce qu'il peut être acheté par n'importe qui? Et en quelle quantité? Et on a tout le temps des décisions à prendre comme ça, qui ont des impacts individuels importants pour les gens et qui sont aussi dimensionnants d'un point de vue de toute une communauté. Et à qui appartient l'eau est un sujet assez complexe qui fait l'enjeu de pas mal de discussions justement éthiques. On y reviendra après, hein. Et donc ça, c'est le cas de Nestlé. Et donc, il y a des comités d'éthique ou des personnes qui peuvent réfléchir à l'éthique. Alors ici, je prends un exemple qui est l'exemple de Starhawk. Starhawk, c'est donc une écrivaine et militante écoféministe américaine qui s'est beaucoup battue pendant des décennies pour la question justement de l'eau comme bien commun et qui, suite à une réflexion éthique, on reviendra après sur comment on mène des réflexions éthiques, arriver à la conclusion qui est la sienne, hein, que l'eau, par exemple, est un droit fondamental de la personne et un patrimoine public qui doit être défendu à tous les niveaux de gouvernement. Et donc, l'eau ne doit pas être considérée comme une marchandise privatisée ou échangée à des fins commerciales. Et donc là, c'est la conclusion qu'a Starhawk suite à une réflexion philosophique et éthique, mais il est bien évident que les commerciaux de la société Nestlé n'arrivent pas aux mêmes conclusions qu'elle, et ils ont aussi des arguments, parce qu'eux, ils vont faire monter d'autres valeurs, des valeurs par exemple d'efficacité, des valeurs de productivité, des valeurs de rentabilité aussi, qui sont aussi des valeurs. Et donc, on voit que dans des questions assez vastes et complexes, comme celle de l'eau, ou celle qu'on voyait avant de quelle partition entre la recherche civile et la recherche militaire, ça soulève des questionnements sur les valeurs. Et ces questionnements peuvent être complexes, et des personnes différentes peuvent être amenées à donner des réponses différentes à ces questions, suivant la façon dont elles priorisent les valeurs. Donc ça, on va y revenir plusieurs fois dans la matinée sur cette question-là. Alors, un autre exemple de questionnement éthique, c'est d'une façon générale ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, ce sont des gens qui sont à l'origine des chercheurs dans une entreprise ou qui peuvent être des employés d'une entreprise et qui, à un moment donné, vont avoir le sentiment que certaines choses qui se passent dans l'entreprise ne sont pas conformes à certaines valeurs, qui pourraient être des valeurs de liberté, des valeurs de sécurité, des valeurs de respect, etc. Et donc, ils vont devenir lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qu'ils vont quelquefois prendre le risque de se mettre en porte-à-faux avec la direction de leur entreprise pour signaler un problème qui leur paraît être présent. Et donc, les lanceurs d'alerte ont joué un rôle moteur pour les sociétés à toutes les époques, même si pour eux, ça a été des situations assez complexes. Et aujourd'hui, ça peut arriver assez fréquemment, sans même devenir un lanceur d'alerte, qu'on soit amené, par exemple, au sein de son service de recherche, à signaler un problème d'intégrité scientifique ou simplement à se plaindre sur la façon dont le co-autorat est généré lors de la rédaction d'articles, par exemple. Et donc, tout ça, le simple fait de s'élever contre un système, ou en tout cas de refuser un ordre établi, est une action type lanceur d'alerte, qui est une action éthique. Alors, toujours sur dans l'ambiance revue de presse, voilà, la question, par exemple, des souffrances infligées aux animaux est une question éthique. Euh, au fil de ces dernières années, on s'intéresse de plus en plus à l'éthique animale et au fait de réduire autant que possible la souffrance animale. Il y a même eu cette année, en 2025, un projet de loi qui a été proposé à l'Assemblée nationale visant à permettre à des étudiants
ou à des chercheurs d'appliquer un système type moratoire, c'est-à-dire pour eux-mêmes de refuser par une clause de conscience d'infliger des tortures aux animaux pour effectuer les recherches. Donc on envisage même de nous donner la liberté donc aux étudiants et aux chercheurs d'accepter ou de refuser de pratiquer des tortures sur des animaux. Et donc tout ça va dans le sens de développer ce qu'on peut au sens large, la dignité du monde animal, et donc d'accorder aux animaux des droits qui vont commencer à ressembler à ceux que nous cherchons à accorder aux êtres humains. Et donc ça, ce sont des discussions éthiques qui sont menées sur des décennies et qui mettent en jeu, on va y revenir encore à l'avenir, dans cette matinée, des débats sur les valeurs et le tri des valeurs. Alors pour revenir un plus sur le terrain de l'intégrité scientifique, euh, le... voici un exemple où il y avait un avocat qui avait soutenu une thèse de droit, et dans cette thèse de droit, il a réussi à la soutenir, sa thèse, mais après sa thèse, il y a pas mal de gens qui se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de plagiat dans sa thèse, c'est-à-dire qu'il avait utilisé les idées des autres sans les citer, et l'importance du plagiat dans sa thèse avait échappé aux membres du jury, qui ont donc validé la thèse. Mais après coup, il a été décidé de retirer la thèse à cet étudiant, qui est donc ce docteur, parce qu'on estimait que le taux de plagiat faisait que sa thèse était invalide. Et donc, comme c'était un avocat, il a décidé d'intenter un procès à la faculté pour ça. Et cette affaire a duré sur plusieurs années. Et finalement, l'avocat s'est dessaisi de son pourvoi en cassation et il a décidé d'accepter la sanction qui lui avait été infligée, que sa thèse lui soit retirée. Ça avait évidemment de nombreuses implications, puisque du coup, il a perdu son travail, puisqu'il avait besoin de sa thèse pour travailler en tant qu'avocat. Et donc, tout ça pour dire que, en fait, c'est très important les questions de plagiat et d'intégrité scientifique, et que ça peut amener donc à ne pas accepter une thèse ou à refuser un article, voire à retirer une thèse, même si après qu'elle ait été acceptée. Et cette question du plagiat n'est pas spécifique, bien sûr, des étudiants. Elle peut aussi concerner les encadrants. Il y a des cas, des fois, où ce sont des encadrants qui utilisent de façon indue une partie du travail de leurs encadrés, c'est-à-dire de leurs étudiants. Et donc là, il est important de signaler les problèmes et de les traiter de façon à maintenir un bon niveau, ce qu'on appelle d'intégrité scientifique dans la recherche, c'est-à-dire un respect du travail des uns et des autres. Voilà, donc après avoir vu cette revue de presse, on va prendre le temps maintenant de faire une pause pour réfléchir sur les définitions des termes. Alors j'ai ici une diapo qui est assez chargée, c'est volontaire, parce que je voulais avoir sur une même diapo les différents termes qui jouent dans le débat qu'on amène ce matin. Et on va vraiment prendre le temps de réfléchir à la définition de ces termes. Tout ce qui est éthique, loi, morale, déontologie. Alors, il faut savoir que la langue est polysémique en ce sens qu'il y a beaucoup de mots qui ont plusieurs sens. Et ça rend la discussion assez compliquée parce qu'il faut toujours prendre le temps de définir les mots qu'on utilise. Parce que les mots ont des fois des définitions ou des acceptions différentes suivant les communautés qui les utilisent. Ça peut être des communautés de langage, ça peut être suivant les nations. Les nations n'ont pas toujours la même vision des mêmes mots. Mais ça peut être même à l'intérieur d'une nation et d'une même langue, comme le français par exemple, suivant les communautés ou les parties de l'histoire, c'est-à-dire les époques historiques, on n'a pas eu les mêmes définitions. Un mot comme l'éthique, par exemple, n'avait pas le même sens à l'époque, par exemple, des Grecs, dans l'Antiquité, qu'il a eu au Moyen Âge, qu'il a eu ensuite à l'époque des Lumières, et qu'il a aujourd'hui dans la France moderne et laïque. Donc, le fait que la définition même de ces mots ait évolué, fait qu'il faut vraiment prendre le temps de voir dans quel sens quelqu'un comme par exemple Spinoza a employé l'éthique, quelqu'un comme Nietzsche, comment l'employait euh, les- des sages anciens comme Socrate, comme Aristote, etc. Et donc ils avaient une définition différente de l'éthique. Donc on va commencer sur cette diapo par démarrer la question de la loi et de la morale, parce que c'est quand même plus simple. Pourquoi? Parce que la loi et la morale, ce sont des choses qui s'imposent en général à nous de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays, on vit dans une époque, dans une communauté, et aujourd'hui, par exemple, si on est en France, ben, on est soumis à la loi française, et donc la loi française, ce sont un ensemble de règles qui sont imposées de l'extérieur et qui visent à ce qu'on appelle instaurer l'ordre. Alors,
J'emploie ici l'ordre au sens positif de ce terme, c'est-à-dire l'ordre par opposition au chaos. Par exemple, si vous prenez, je sais pas, le code de la route, tout le monde doit rouler du côté droit de la route quand il roule avec sa voiture. L'objectif, c'est effectivement que on se rend bien compte que si chacun choisissait le côté de la route où il roule, ce serait le chaos sur la route, donc ce serait à la fois pas efficace et ce serait dangereux. Donc l'ordre, lorsqu'il est bien conçu, il vise justement à augmenter à la fois l'efficacité et la sécurité en évitant le chaos. Et l'ordre, lorsqu'il est bien conçu, ne limite que peu la liberté. Par exemple, si je prends l'exemple du code de la route, si vous roulez du côté droit de la route, ça ne vous empêche pas d'aller où vous voulez. C'est-à-dire, ça ne restreint pas votre liberté, ça va juste garantir l'ordre pendant la période où vous allez circuler. Mais il est bien évident qu'il y a des lois qui réduisent beaucoup plus la liberté. Et c'est donc là qu'elles peuvent devenir questionnables, c'est qu'on peut des fois s'interroger sur la pertinence de certaines lois. Il y a des lois qui sont justes, il y a des lois qui sont injustes, et donc du coup ça peut amener à débat. Alors pour la morale, ça se présente un peu de la même façon, parce que la morale, ce sont des règles qui sont en général imposées de l'extérieur. C'est-à-dire que par exemple vous avez grandi dans une certaine famille, vous avez pu grandir avec une morale par exemple une morale religieuse, chrétienne, juive, musulmane. Vous pouvez avoir grandi dans des gens qui avaient au contraire une morale athée. Vous pouvez avoir grandi avec des gens qui vous imposaient une morale, par exemple, du travail. La valeur travail peut être une valeur très importante pour vos parents ou pas. La question, par exemple, de l'honnêteté, de la probité, c'est des choses qui sont en général enseignées directement par la famille et ce sont des normes morales qu'on reçoit dans le milieu dans lequel on grandit. Et la morale se distingue de la loi parce que l'objectif de la morale, c'est d'instaurer ce qu'on appelle la vertu. C'est-à-dire la morale, elle cherche à encourager à avoir certains types de comportements. Par exemple, on va vous conseiller d'être patient, par exemple. Plutôt que de céder à la colère et d'être intempérant, on va vous conseiller d'être patient. C'est-à-dire qu'on va encourager chez vous un comportement, une vertu qu'on appelle la patience, qui consiste justement à être capable d'attendre suffisamment longtemps avant de réagir et donc du coup d'avoir une action qui est beaucoup plus adaptée, on va dire, au contexte. Voilà. Et donc c'est ça la morale, elle a pour rôle d'instaurer la vertu. Et lorsque on désobéit à la loi, on peut être sujet à des amendes ou aller en prison. Et lorsqu'on désobéit à la morale, souvent, ce qui se présente à nous, c'est ce qu'on appelle un bannissement. C'est-à-dire que lorsqu'on on a un comportement immoral, on est en général banni ou rejeté par la communauté dans laquelle on travaille. On pourrait revenir après sur des questions notamment d'intégrité scientifique ou de déontologie du travail, parce qu'effectivement, par exemple, dans les milieux de recherche, si on pratique des mauvaises méthodes ou manque de respect ou qu'on fait du plagiat, on peut effectivement être rejeté par la communauté de recherche, ce qui peut amener donc des difficultés après professionnelles. Donc la loi et la morale nous sont imposées de l'extérieur, et si on regarde maintenant l'éthique, on voit que au cours de l'histoire, le mot éthique, ça renvoie plutôt à une démarche, le plus souvent une démarche personnelle, qui est une démarche de réfléchir par soi-même, sur ce qu'il est bon de faire. Donc ça s'aborde vraiment comme une démarche de liberté, et cette démarche de liberté, elle démarre à l'échelle individuelle, par une réflexion personnelle que vous allez pouvoir avoir dans votre vie, et elle peut ensuite s'élargir à travers, par exemple, des comités d'éthique ou des discussions plus larges pour devenir une réflexion collective. L'éthique peut aussi être une réflexion collective. Et elle démarre en général d'une situation concrète. L'éthique, c'est un sujet extrêmement concret. Je l'ai montré dans les diapos qui précédaient à travers des situations concrètes. Comment est-ce qu'on gère l'argent destiné à la recherche et sa partition entre civils et militaires? Comment est-ce qu'on va ou non pratiquer des recherches sur des animaux de laboratoire? Quelles décisions concrètes on va prendre sur la distribution de l'eau? Peut-elle être vendue à une société privée ou doit-elle rester du domaine public, etc. Ce sont en fait des questions extrêmement concrètes. Et donc, on peut dire qu'il y a une sorte de consensus qui se dégage dans les milieux donc, de philosophie, c'est sur la question éthique, en disant que finalement l'éthique, ça consiste à se demander, bah, voilà, dans la situation d'ici et maintenant, qu'est-ce qu'il est réellement bon de faire? Et le travail éthique va consister à chercher à répondre à cette question sans faire référence à la loi et la morale, mais plutôt en cherchant directement à des critères scientifiques, comme par exemple réduire la souffrance ou augmenter la joie.
Parce qu'il y a beaucoup de situations qui, de façon récurrente, nous montrent qu'elles créent de la souffrance et d'autres qu'elles créent de la joie à court terme ou à long terme. Et c'est ça qui va être un critère éthique. Euh, Prenons un exemple. Si vous prenez un exemple qui est archétypique, c'est la question du viol. Le viol a été en général condamné à la fois par l'éthique, la loi et la morale dans toutes les civilisations. Pourquoi? Parce que le viol est à l'origine de souffrances très importantes, et donc du fait qu'il est à l'origine de souffrances très importantes, ça ne fait pas photo, c'est-à-dire aussi bien les réflexions éthiques que les lois et que les morales condamnent le viol. Mais si vous prenez un cas comme l'esclavage, par exemple, l'esclavage, du fait qu'il est source de souffrances très importantes, on sait que l'esclavage est source de souffrances très importantes, puisque partout où il a été pratiqué, il y a eu des révoltes d'esclaves, les gens se sont révoltés, même quand ils n'avaient quasiment aucun espoir de gagner leur révolte, ils se révoltaient quand même, ce qui montrait que chez l'être humain, c'est une souffrance considérable d'être réduit en esclavage. Et pour cette raison, tous les penseurs éthiques de toutes les époques ont rejeté l'esclavage, ont condamné l'esclavage. Il y a toujours eu des gens qui se sont battus contre l'esclavage et qui ont critiqué l'esclavage, alors que pourtant, il y a eu de nombreuses époques où l'esclavage était autorisé par la loi. Si vous prenez une époque autour de la Méditerranée, quasiment toutes les nations qui vivaient autour de la Méditerranée pratiquaient l'esclavage, tout à fait officiellement. Et donc l'esclavage était même encadré par la loi, on pouvait même hériter d'esclaves, il y avait toute une législation qui était faite autour de ça. Donc la loi permettait l'esclavage, et il y a même eu des morales qui ont tenté de justifier l'esclavage en prétendant que les esclaves n'étaient pas des êtres humains comme les autres, ou que, enfin tout un tas de choses comme ça, tout à fait inadmissibles, qui ont fait que les morales ont même prétendu pouvoir justifier des systèmes de domination que pourtant l'éthique rejetait. Donc là, on voit à quel moment peut se créer la séparation entre l'éthique, la loi et la morale? C'est que, en général, les penseurs éthiques s'intéressent sincèrement à réduire la souffrance et augmenter la joie, aussi bien à court terme qu'à long terme. Et donc, ils vont être capables, quelquefois, de condamner ou de critiquer des choses que la loi, voire la morale, peuvent autoriser. Alors, effectivement, en général, ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire que l'éthique, la loi et la morale sont concurrents. Vous prenez des sujets comme la question de la générosité, du partage, de la patience, toutes ces valeurs-là sont en général valorisées à la fois par l'éthique, la loi et la morale. Mais ce n'est pas toujours le cas, et c'est bien d'une certaine manière de ça qu'on cherche à parler aujourd'hui, puisque quelquefois on peut être amené à se rebeller ou ne pas être d'accord avec des fonctionnements, des lois ou des règles qui sont implicites dans certains services de recherche ou ailleurs dans le milieu professionnel. Alors, si on aborde maintenant la question de la déontologie et de l'intégrité scientifique, ce qu'on appelle déontologie, euh, ça peut être considéré comme étant une partie de la morale, parce que la déontologie, ce sont des règles qui sont imposées de l'extérieur dans une profession, dont le but est d'instaurer la vertu, c'est-à-dire un bon comportement. Alors, la déontologie est liée à un métier. On parle par exemple de déontologie médicale, il y a une déontologie policière, il y a une déontologie du métier d'avocat. Et donc, il y a une déontologie aussi scientifique des pratiques de recherche. Et cette déontologie des pratiques de recherche, on appelle ça l'intégrité scientifique. Et l'intégrité scientifique, donc, c'est un ensemble de règles qui ont été définies pour définir la bonne conduite des pratiques de recherche. Alors, un peu plus tard dans la matinée, Claude Ferrec et Gilles Salbert vont intervenir pour parler plus spécifiquement avec vous sur une table ronde de cette question de l'intégrité scientifique, qui est donc un ensemble de règles qui s'appliquent à nous et qui sont essentielles pour permettre à la fois d'avoir une bonne sérénité dans notre manière de travailler et aussi une très grande qualité de production scientifique. Donc, les règles d'intégrité scientifique s'appliquent à nous. Et ces règles d'intégrité scientifique n'ont pas été établies par hasard, elles ont été établies précisément à la suite d'une réflexion éthique, c'est-à-dire qu'on s'est demandé qu'est-ce qu'il était véritablement souhaitable de faire pour produire une science de bonne qualité. Alors, une chose importante à voir, c'est que l'éthique s'intéresse énormément à la question des valeurs, ce qu'on appelle l'axiologie, puisque en éthique, on va généralement chercher à trier les valeurs comme la vérité, la beauté, la justice, euh,
comme la simplicité, la sécurité, et étudier comment elles se comportent dans les différentes situations. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a très souvent conflit entre valeurs. Si vous prenez une valeur comme la liberté et la sécurité, donc la liberté et la sécurité sont toutes les deux des valeurs, elles sont très souvent en conflit. Parce que plus dans votre vie, vous voulez avoir de liberté, c'est-à-dire être libre, indépendant, et en général, plus vous allez accepter de faire une croix sur votre sécurité. Par exemple, votre sécurité physique, si vous partez explorer l'Antarctique tout seul, par exemple, vous avez une grande liberté, mais alors vous avez une grande insécurité physique, vous prenez des risques. Et inversement, si vous valorisez énormément la valeur sécurité, vous voulez avoir une grande sécurité physique et puis une sécurité financière, vous allez accepter des niveaux d'engagement assez importants qui vont réduire votre liberté. Mais ça va être OK pour vous si vous privilégiez la sécurité. Si on prend l'époque du Covid, par exemple, en France, il y avait des débats assez clivants parce que euh, les- pas mal de personnes se rendaient peut-être pas forcément compte que ça se ramenait à un débat relativement simple entre la question de la liberté et de la sécurité. Plus vous privilégiez la sécurité, en l'occurrence la sécurité médicale, et plus vous allez accepter de réduire des libertés, comme par exemple autoriser le confinement, autoriser une vaccination obligatoire. Inversement, si vous privilégiez la liberté comme valeur, vous serez prêt à ce qu'il y ait moins de sécurité, c'est-à-dire en pratique, parce qu'il y ait plus de gens qui décèdent d'une maladie, mais parce que vous considérez que c'est plus important de laisser la liberté aux gens de circuler comme ils veulent, c'est-à-dire de ne pas créer de confinement, ou de ne pas forcer à la vaccination obligatoire. Et ça, ce sont des questions qui se discutent. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait un débat ouvert et que les gens puissent, de façon ouverte, identifier les valeurs, les trier et voir du coup quelle va être la décision qu'ils vont pouvoir prendre. Et donc, c'est ça que l'on encourage à faire dans les milieux éthiques, c'est vraiment prendre le temps de discuter de façon ouverte, de façon à éviter des débats clivants de bas niveau où les gens finalement rentrent dans des conflits sans avoir véritablement identifié la question des valeurs. Alors, une Et autre question. Jean-Marcel Oui, Piriou, du coup, j'ai une petite question qui arrive tout de suite dans le chat, et puis moi j'en ai une aussi. J'en ai même deux, tiens. Parce que ouais. là, ça commence à devenir très, 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 très intéressant, tout ce que vous nous expliquez. D'abord, vous parlez de valeur. Est-ce qu'il y a un point avec les émotions? Est-ce qu'il y a un rapprochement entre les deux? Peut-être qu'on peut, on peut aborder ce sujet maintenant? Bien sûr, Ouais. absolument. Alors, du coup, si ça vous va, j'avais prévu un petit quiz. Pas un petit quiz, qu'est-ce que je raconte? Un petit sondage. Voilà. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que toutes celles et ceux qui sont en train de nous regarder pensent des rapports entre éthique et émotion. Diriez-vous que l'éthique doit être séparée des émotions, au sens où les émotions n'ont pas à entrer en ligne de compte au moment où il s'agit d'affaire des arbitrages de type éthique, comme vous avez pu le décrire tout à l'heure, Jean-Marcel Piriou. Et puis après, je vous laisserai enchaîner sur peut-être ce sujet. Je crois que vous l'aviez préparé. Et pendant que les gens répondent, je vous soumets peut-être une première série de trois questions parce que c'est en lien direct avec ce que vous venez d'exposer. Ça peut peut-être être plus simple de les aborder par maintenant. Par curiosité, est-ce que la première définition de l'éthique est rapprochable de la vision utilitariste en philosophie, au sens où on rapproche ou on oppose maximisation de la joie d'un côté, maximisation du bien-être collectif de l'autre? Quel lien entre éthique et utilitarisme? Effectivement, il y a un lien assez fort parce que dans dans l'histoire de l'éthique, il y a eu donc pas mal de courants et beaucoup de philosophes différents ont essayé de travailler sur la façon de penser l'éthique et quelle devait être l'intention de l'éthique, qu'est-ce qu'on cherchait à faire. Alors typiquement, vous parlez d'utilitarisme, Bentham par exemple, l'anglais Bentham, est très connu pour avoir développé ce qu'on appelle une éthique utilitariste, c'est-à-dire qu'il plaçait la question de l'utilité pour le plus grand nombre comme étant la valeur la plus forte. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une décision à prendre, il ne faut pas la prendre, disait Bentham, à partir des considérations d'intérêt individuel, mais il faut toujours réfléchir à quel est l'intérêt pour le plus grand nombre. Et donc ça, c'est central chez Bentham, et c'est ce qu'on appelle l'éthique utilitariste, et donc elle s'intéresse, on va dire, à l'intérêt général, et éventuellement au détriment du plus petit nombre. Et donc ça peut se discuter, mais cependant c'est un courant majeur de l'éthique que de s'intéresser à ce qu'on appelle l'utilitarisme, c'est-à-dire chercher toujours à maximiser le fonctionnement du plus grand nombre pour la société. Oh, une autre question qui, là aussi, est en lien direct avec le point que vous venez d'évoquer. On demande dans le chat, y a-t-il possibilité de nous donner un exemple dans lequel la morale est en désaccord frontal, hein, avec l'éthique? J'ai du mal à voir, dit notre intervenant dans le chat.
Eh Est-ce qu'il bien, peut y avoir des scénarios, effectivement, des scénarios dans lesquels morale et éthique sont... c'est peut-être ce que vous évoquiez sur la question de l'esclavage tout à l'heure, peut-être? alors voilà, exactement. Donc déjà, merci pour cette question. C'est une très bonne question parce qu'en général, fort heureusement, les morales, lorsqu'elles sont bien conçues, sont en accord avec l'éthique. Donc majoritairement, la morale et l'éthique sont d'accord. Alors, j'ai donné l'exemple de l'esclavage parce que l'esclavage étant un système de domination très difficile à justifier puisqu'il fait énormément souffrir les esclaves, il y a des gens qui ont tenté de le justifier par la morale et donc du coup, ils ont fait souvent des morales différentialistes en prétendant que les esclaves étaient des êtres inférieurs aux gens qui les réduisaient en esclavage. Et donc là, ce sont des morales qu'on peut qualifier de lamentables parce qu'en fait, elles se basaient la plupart du temps sur des visions fausses, scientifiquement fausses où on prétendait que ces gens étaient inférieurs alors qu'ils ne l'étaient pas objectivement. Et donc, du coup, là, c'est un cas de désaccord moral entre la morale et l'éthique. Mais on peut prendre des choses moins, comment dire, moins graves, mais qui pourtant se produisaient. Euh, euh, ouais, c'est ça. Si on prend par exemple à l'époque où les Vikings, par exemple, se battaient contre les Bretons au 8e siècle ou 10e siècle, il faut avoir conscience que la hiérarchie des valeurs était très différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on privilégie beaucoup la sécurité, mais à l'époque, par exemple, la valeur principale, c'était le courage. Si vous étiez très courageux, alors c'était très bien vu. Par contre, c'était le manque de courage, les pleutres, qui étaient bannis de la société. Et donc, il était essentiel de montrer son courage. Et donc, le courage était beaucoup plus important que la question, par exemple, de la sécurité. Et donc, si vous exposiez votre vie et vous preniez le risque de mourir, ou si vous provoquiez même des décès très importants, ou si vous étiez très agressif avec les communautés d'en face, c'était pas considéré comme un problème, parce que le courage était très au-dessus de d'autres choses, comme par exemple, la question de la sécurité individuelle, voire même la question du respect de l'ennemi. C'est-à-dire que le respect, en termes de la façon de traiter les prisonniers de guerre, par exemple, en fait, c'était inexistant à l'époque du Moyen Âge. Et donc, on peut considérer qu'à l'époque, il peut y avoir de temps en temps un désaccord entre la morale qui était une morale guerrière, qui était celle pratiquée par les Vikings et par les Bretons à l'époque, au 8e et 10e siècle, avec ce que l'éthique telle qu'on la pratiquerait aujourd'hui. Parce que l'éthique, aujourd'hui, inviterait à dire, et d'ailleurs l'éthique à l'époque le faisait déjà, qu'on pourrait traiter les prisonniers avec beaucoup plus de respect que ça ne se faisait. À l'époque, on ne gardait pas les prisonniers, ils étaient massacrés, et donc il y avait vraiment quelque chose qui posait un problème d'un point de vue éthique. C'était déjà soulevé à l'époque, et donc il y avait un certain désaccord entre l'éthique et la morale dominante de l'époque, puisque la morale dominante, c'était que, en quelque sorte, c'était pas de quartier pour les ennemis, hein. Hmm. C'est un exemple J'ai qui une me vient autre... comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui montent quand même, hein. Ouais. Mm. J'ai une autre question qui remonte dans le chat, pardon, je vous la pose tout de suite parce que là aussi c'est vraiment en lien direct. La distinction entre déontologie et intégrité scientifique paraît claire, mais celle qui regarde la loi et la morale me semble ici poreuse. La morale n'est-elle pas aussi une loi? Ne garantit-elle pas elle aussi un ordre? Finalement, si le critère c'est celui de l'ordre, loi et morale sont indistinctes, d'après la question de notre intervenant. Ah bah, c'est une excellente question et effectivement, la morale garantit un ordre, oui, puisqu'effectivement, lorsqu'on obéit à des règles morales, on crée des sociétés qui sont très structurées. Pour prendre ce qui était une blague de Napoléon, mais qui est très sérieuse, en fait, qui a une forte implication, Napoléon Bonaparte disait que pour lui, un prêtre valait 10 gendarmes. Donc c'est une blague de Napoléon, mais en fait, c'est pas une blague. C'est-à-dire que lorsque vous faites de l'enseignement moral et que vous enseignez aux gens à bien se comporter, eh ben, en fait, les gens se comportent réellement bien. Et du coup, il n'y a pas besoin après de la gendarmerie, de la loi et des prisons pour les y mettre, parce que spontanément, ils se comportent bien. Donc oui, la morale contribue à l'ordre, et historiquement, elle a joué un rôle aussi important, comme le signalait Napoléon Bonaparte, que la loi pour garantir un bon fonctionnement des sociétés, oui. Donc la morale, c'est la loi des mœurs, c'est la loi de l'espace public politique. C'est comme ça qu'on. Il s'agit dans les deux cas d'ordre, mais pas dans les mêmes registres, pas dans les mêmes dimensions. Ça serait C'est ça la ça. réponse. C'est Ok. ça. Et l'implication la plus évidente, c'est que la morale cherche à pousser à certains types de comportements, Hmm, positivement à certains types de comportements, alors que la loi cherche surtout à interdire des comportements déviants, hmm, et que la morale, lorsqu'elle n'est pas respectée, elle amène un bannissement des personnes, alors que la loi amène directement une amende ou une mise en prison. hmm. La loi est complètement... Euh, euh, alors c'est dommage, je ne vois pas les noms des personnes qui remontent dans les questions. Mais en tout cas, une question pertinente aussi, une remarque même. On pourrait aussi penser au droit de vote des femmes, qui a rencontré une forte opposition morale
et légal. Non? Exactement. Voilà, Mm. c'est un bon exemple. Quelle est la Absolument. différence entre morale et normes sociales, me demande-t-on? Enfin, vous demande-t-on, moi je sais pas. Ah, Ah, c'est pas simple. Joker, on se la note, on la garde pour tout à l'heure? peut-être parce que moi je suis pas sociologue, donc les normes sociales, je suis pas sûr de savoir répondre vraiment à cette question. Ouais. J'imagine que les normes sociales sont plus ou moins imprégnées, pour certaines d'entre elles en tout cas, d'une De forme morale, j'ai de l'impression qu'il y morale. a un lien très fort, oui, mais Ouais. je suis pas un pro de On la pourra norme le sociale. travailler dans un autre webinaire. En tout cas, Ouais, la je note, question ouais. est très bonne. Euh, Est-ce que l'on peut associer, alors je rappelle à toutes celles et ceux qui nous regardent, merci pour vos questions, elles sont hyper intéressantes. Peut-être pour la facilité de gestion du chat, réservez au chat des remarques générales et vos questions aux intervenants, mettez-les plutôt dans questions et réponses. Il y a Flavie qui nous dit, pour moi, les émotions font partie. Alors, on va parler des émotions après, pardon. Il y a Gaëla qui nous dit, est-ce qu'on peut associer l'éthique à la notion de justice? Et de ce fait, considérer qu'en cas de manquement de la justice, il peut ne pas être éthique de se faire justice mais pas immoral. Oh là, je ne sais pas si la phrase est bien complète. Euh, euh, Est-ce que l'on peut associer éthique à notion de justice? Et de ce Oui, fait, considérer qu'en clairement, cas de manquement... clairement, parce que si on regarde les grandes valeurs, déjà dès l'époque d'Aristote, ils identifiaient que la valeur principale c'était le bien et que la recherche du bien a décliné trois grandes valeurs fondamentales, le vrai, le beau et le juste. Donc le vrai, c'est le bien dans le domaine des idées, le beau, c'est le bien dans le domaine on va dire, les émotions, dans le domaine des sensations, et le juste, c'est le bien dans le domaine de l'action. Et donc la justice, puisque c'est ça la question là, qui nous est posée, la justice se présente effectivement comme la recherche du bien, et la justice cherche surtout à gérer des comportements. Quels sont les comportements qui nous paraissent bien ou pas bien, en quelque sorte? Et donc oui, la justice est une question éthique centrale, puisque en éthique, on cherche souvent à gérer des situations, donc des Mm, comportements. mm, Donc l'éthique s'intéresse énormément à la justice, oui. Et mm, l'éthique amène naturellement à la justice. On peut même dire que les fondements du droit, si on cherche à voir qu'est-ce qui justifie le fait que nos sociétés soient organisées sous forme de loi, c'est que la justification de la loi vient justement de chercher à réduire la souffrance et d'augmenter la joie dans un souci de l'intérêt général. Et donc, on peut dire que l'éthique valide la recherche de justice et même la nomenclaturation de la justice sous forme de loi. Je ne sais pas mm. si je réponds assez clairement à la question, mais La question de Gaëla tournait aussi autour de la distinction entre éthique et morale, en disant que puis si la justice, euh, enfin qu'en gros, il pourrait être non pas, il pourrait être pas immoral, peut-être même moral de se faire justice. C'est une question un peu compliquée que je propose de réserver à un autre échange, peut-être plus tard. On verra ce que vous pourrez en c'est une penser question très éventuellement. intéressante aussi, oui. Ouais, mais Mm. ça me paraît pas traitable en quelques minutes. Ça ne serait pas l'inverse du coup. Donc ça, c'est Mathieu qui répondait. Alors du coup, bah, émotion. Flavie nous disait dans le chat, pour moi, les émotions font partie intégrante des faits à prendre en compte dans l'analyse, qui est la première étape de la méthode éthique. Je ne sais pas si vous allez être d'accord, Jean-Marcel Périou. En tout cas, voici Mm. la réponse aux questions. Tout le monde n'a pas répondu à ma question. Diriez-vous que l'éthique doit être séparée des émotions? Probablement parce qu'elle est peut-être un peu générale et Mhm. un petit peu ouverte. En tout cas, c'est du 50-50. Voilà. Mhm. Alors, où est-ce qu'on met les... On a parlé de valeurs, on a parlé de plein de choses extrêmement intéressantes, de beaucoup de notions, mais on a parlé de vertus. Alors, du coup, les émotions, on en fait quelque chose dans l'éthique ou pas? Alors, bon, mais effectivement, bon, j'avais annoncé que je parlerais des émotions dans cette partie de cet exposé, c'est parce que je pense que c'est vraiment important de le traiter pour la première raison, la plus évidente, c'est que la plupart du temps, les questionnements éthiques arrivent suite à une émotion ressentie. C'est-à-dire que si vous observez une situation, comme on l'avait dit tout à l'heure, par exemple, d'esclavage, qui, crée donc de la colère, c'est un refus de cette situation par la colère, mais beaucoup de situations éthiques, lorsqu'on abuse de gens ou d'employés dans une situation ou dans une entreprise, il y a du harcèlement, on voit apparaître donc des peurs, des colères, des tristesses. Donc les émotions sont en fait extrêmement présentes dans le fait de soulever des questions éthiques. Alors, on peut même dire que les émotions euh, qu'on a en nous, elles sont vraiment au cœur de la prise de décision. Il faut imaginer que le,
depuis les plus petites paramécies, hein, si vous prenez les cellules individuelles qui n'ont pas encore de fonctionnement conscient, elles prennent des décisions en permanence. Les cellules les plus simples s'orientent en fonction de gradients de, de- de nourriture, en fonction de gradients de température, etc. Donc en fait, c'est le vivant qui fondamentalement prend en permanence des décisions. Et donc ces décisions, cette prise de décision, elles sont faites dans ce qu'on appelle les organismes vivants, c'est-à-dire lorsqu'on est fait d'un très grand nombre de cellules. Ce sont les émotions qui nous aident à prendre des décisions. Si par exemple vous prenez un choc sur le pied, vous retirez immédiatement votre pied et vous avez une émotion de douleur. Et en fait, les émotions apparaissent dans le vivant comme une fonction vitale essentielle qui permet une prise de décision pour s'orienter. Donc oui, les émotions sont au cœur de la prise de décision. Et quelquefois, ils sont présents dans nos prises de décision, soit de façon consciente, soit de façon inconsciente. Euh, Par exemple, Spinoza, donc déjà à son époque, avait bien soulevé la question du libre arbitre. Il avait amené le débat là-dessus en disant que nous avons un libre arbitre tout à fait partiel, voire à ses yeux quasiment inexistant, parce que même si nous prenons tout le temps des décisions dans notre vie, tous les jours nous prenons des décisions, nous sommes conscients que nous prenons des décisions, et par contre, nous sommes très souvent inconscients des véritables mobiles, des véritables raisons pour lesquelles nous prenons des décisions, parce qu'une bonne partie de nos décisions sont subconscientes et elles vont piocher dans des émotions fortes qui remontent en permanence à notre esprit et dont nous sommes seulement partiellement conscients lorsque nous prenons la décision. Ce qui fait qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes des êtres mi-conscients, c'est-à-dire que nous prenons des décisions en fonction aussi de nos émotions, dont une bonne partie s'engramme très profondément dans l'histoire du vivant, mais elle s'engramme également dans des conditionnements que nous avons pu avoir enfant, ou dans des pensées à l'origine consciente qui petit à petit ont basculé dans nos subconscients. Et donc les émotions sont en fait au cœur de la décision éthique, c'est souhaitable, mais il faut être conscient que ces émotions sont parfois subconscientes. Donc pour aborder cette question des émotions, j'aurais voulu commencer par citer la philosophe Simone Veil. Donc, c'est Simone Veil avec un W. Il s'agit donc de la philosophe, hein, pas de la femme politique. Et Simone Veil disait, la philosophe, la chose suivante: l'être humain voudrait être égoïste et il ne le peut pas. C'est le caractère le plus frappant de sa misère et la source de sa grandeur. Donc là, on voit directement apparaître dans cette phrase de Simone Veil des émotions, hein, que sont ici donc la question par exemple de la pitié, de la compassion, qui sont dans des émotions que l'on ressent devant la souffrance d'autrui et que l'on est capable de partager. Donc l'être humain, il est biologiquement fait pour être capable de partager, de ressentir les émotions négatives, en l'occurrence ici, que ressentent les autres. Et comme le dit Simone Veil, c'est à la fois la source de la grandeur de l'être humain, parce que c'est ça qui crée la solidarité, l'entraide, et c'est ce qui fait aussi parfois sa misère, parce que on peut être amené à souffrir alors que soi-même on va bien, entre guillemets, on n'a pas de difficulté, on peut être amené à se retrouver souffrant simplement de la souffrance des autres. Et donc c'est à la fois un caractère de notre misère et de notre grandeur. Alors, j'aime bien citer l'exemple du cheval de Nietzsche. Donc Nietzsche est un philosophe qui a consacré une grande partie de sa vie à des travaux de philosophie éthique. Et Nietzsche, un jour, en se promenant dans un village, voit un homme qui est en train de battre son cheval de façon très violente. Donc le gars s'acharne sur son cheval. Et donc Nietzsche, il est choqué par cette situation. Il se précipite, il essaie de séparer l'homme de son cheval et donc de défendre le cheval. Et suite à ça, Nietzsche est pris d'une sorte de crise d'angoisse et de pleurs. Il se met donc lui-même à pleurer et donc il se met dans une situation un peu prostrée. Donc certains ont mis ça au compte de la folie de Nietzsche, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette vision. Je pense que chez la plupart des gens sincères et authentiques qui s'intéressent à l'éthique ou qui s'intéressent à améliorer le sort de l'humanité, il y a en fait une capacité à ressentir profondément des émotions, comme par exemple typiquement la peur, la colère, la tristesse, le désir, l'amour, la joie, la pitié, la compassion, et c'est au cœur du travail éthique. Parce que quelqu'un qui ne ressentirait aucune émotion, qui serait un psychopathe, hein, c'est le cas par exemple, les psychopathes sont des gens qui souvent ont un très très bas niveau de ressenti des émotions, et donc les psychopathes, ils raisonnent, ils ont aussi des valeurs,
bien sûr, mais ils raisonnent avec des valeurs plus froides comme l'efficacité, le rendement, l'objectivité, etc. Mais en fait, ils ne sont pas ouverts aux émotions, et c'est le fait qu'ils soient peu ouverts aux émotions qui les amène des fois, les psychopathes, à faire des choses qui sont tout à fait, enfin, qui sont jugées tout à fait inadmissibles, et notamment de faire souffrir les autres. Et donc le niveau d'empathie et le niveau auquel on ressent les émotions gouvernent notre intérêt et une partie des décisions que nous allons prendre en matière d'éthique. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la souffrance animale et dans les laboratoires, est une question qui renvoie directement à la capacité de l'être humain à éprouver de la compassion pour les animaux. Alors, si on prend le cas de Bertrand Russell, que je cite ici, Bertrand Russell, c'est l'un des plus grands logiciens et mathématiciens du XXe siècle, hein, et il disait que trois passions fortes ont gouverné sa vie, la recherche passionnée de l'amour, la quête du savoir et une grande douloureuse pitié devant la souffrance de l'humanité. C'est-à-dire que ce scientifique et ce logicien a également pris des positions à l'époque très fortes, c'était à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, contre, par exemple, l'armement nucléaire. Voilà. Et donc, il s'est élevé contre l'armement nucléaire parce qu'il entrait en compassion avec les gens qui pouvaient subir les bombes nucléaires. Et donc, oui, l'éthique présente un intérêt à l'intérieur des émotions. Pardon, les émotions présentent un intérêt éthique lorsqu'on traite justement les questions éthiques. Et il est important d'essayer de se servir de ces émotions comme outil dans l'éthique. Alors, je vais peut-être passer un petit peu plus vite sur cette diapo parce que je vois qu'il est déjà 10h25. Et, mais j'aurais voulu quand même dire sur les émotions et leur rôle dans l'éthique à travers cette diapo. Alors moi, j'aime bien montrer une diapo avec un organigramme parce qu'à la base, je suis un ingénieur et donc Oui, moi. ça se voit du coup là, ça se voit bien. Effectivement, je vous confirme, il est 10h26, il faudrait qu'on puisse avoir un peu de Ouais, temps pour les questions ensuite. voilà, tout à fait. Donc, je vais accélérer vers la conclusion, mais pour dire que du coup, dans le travail éthique, on se sert à la fois d'une observation rigoureuse des faits, très logique, on se sert de l'utilisation des émotions qui montent en nous, qu'est-ce que je ressens comme émotion dans cette situation, et on se sert de notre raison pour tirer des bons raisonnements logiques. Et donc ça nous permet du coup, en éthique, de nous servir des valeurs, à la fois en entrée, parce qu'on identifie les valeurs qui sont présentes dans un problème éthique, on les trie de façon hiérarchique, et ça peut mener à une prise de décision qu'on est capable du coup de justifier. Et donc du coup, une fois qu'on a fait ce travail en éthique, on est capable de faire des prescriptions éthiques, on est capable de prendre des décisions et de suggérer l'évolution des lois et des morales pour l'avenir. Donc du coup, le travail éthique est vraiment fondamental pour l'évolution des sociétés à l'échelle individuelle et à l'échelle sociétale. Donc, pour... il me reste, je crois, 5 minutes, ou c'est ça, ou 10 minutes, je crois, d'expression sur ces Oui, ça serait questions-là. bien de finir en 10 minutes pour qu'on ait le temps de discuter ensuite un peu Voilà, avec les gens dans la exactement. salle. Ouais. Tout à fait. Donc, un grand classique auquel vous pourrez vous reporter sur Internet, il y a beaucoup de références autour de ça, qui permettent de bien comprendre la réflexion éthique et comment elle s'articule. C'est le fameux dilemme du tramway, où quelqu'un, par exemple, voit qu'il y a un train qui est lancé et qui risque soit de tuer 5 personnes, soit une personne, et vous êtes en situation de pouvoir basculer l'aiguillage. Dans un cas, si vous basculez l'aiguillage, une seule personne va mourir, et dans l'autre cas, 5 personnes vont mourir. Et donc, dans ce genre de dilemme, tout à l'heure, Mathieu renvoyait une question sur la question de l'utilitarisme. Bon, ce qu'on appelle l'utilitarisme, ça consiste à prendre le plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes, c'est l'intérêt général. Et donc, la pensée utilitariste invite, d'un point de vue éthique, à faire le choix de changer l'aiguillage de façon à ne tuer qu'une personne plutôt que si, 5, par exemple, ici en l'occurrence. Mais il n'y a pas que l'utilitarisme. L'égoïsme a aussi un sens, c'est-à-dire que si vous considérez que ce n'est pas à vous de choisir euh, si une personne va mourir ou 5, si vous ne voulez pas décider de la vie ou de la mort des gens, vous pouvez choisir de ne pas agir sur le levier. Ça correspond à ce moment à un choix qui correspond à un choix pour vous, parce que vous vous sentez très mal à l'aise à prendre ce choix-là. Donc vous voyez, il y a une discussion qui peut avoir lieu sur la prise de responsabilité. Et dans l'utilitarisme, il y a d'autres choses qui montent dans la discussion éthique. Notamment, par exemple, on peut imaginer une situation où si vous poussez quelqu'un sur les rails, il va faire dérailler le train, et du coup, vous allez éviter que 5 personnes ne meurent. Mais du coup, là, on se trouve en situation de vous faites un geste, qui est le geste de pousser quelqu'un à la mort, et donc ça pose d'autres types de problèmes. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans les discussions éthiques, il y a trois choses qui vont jouer. Il y a l'intention
votre intention lorsque vous vous intéressez au problème. Il y a l'acte lui-même. Qu'est-ce que vous allez faire comme acte? En l'occurrence, pousser ou ne pas pousser une personne ou basculer un levier. Et enfin, il y a les conséquences de l'acte. C'est ce qu'on appelle le conséquentialisme. Et donc, dans l'utilitarisme, on s'intéresse beaucoup aux conséquences, mais ce n'est pas la seule décision qu'on peut prendre, suivant qu'on donne plus de poids à l'intention de l'acte, à l'acte lui-même ou aux conséquences de l'acte. Donc ça correspond au choix éthique qu'on a à faire. Et ce qui fait que lorsqu'on fait une délibération éthique, on s'intéresse beaucoup aux faits, on analyse les valeurs, on les hiérarchise, puis on est capable de justifier la décision qui a été prise. Alors, pour aller vers ma conclusion, j'aurais voulu insister donc, sur la question donc, de l'éthique de la recherche et dire que en recherche, notre objectif central, donc notre intention, c'est d'établir des connaissances qui sont à la fois honnêtes, démontrées et reproductibles. Et donc, c'est parce qu'on cherche à la fois les trois, hein, honnête, démontré et reproductible, qu'on va développer toute une intégrité de recherche qui va vous être présentée donc, dans la seconde partie de cette matinée, hein, c'est-à-dire un ensemble de règles qui vont permettre que les connaissances soient effectivement honnêtes, démontrées et reproductibles. Donc, je voudrais insister aussi sur le fait que l'éthique, en fait, c'est une source de liberté pour l'individu et c'est aussi une source de joie parce que lorsqu'on s'intéresse à l'éthique, en fait, on s'oriente vers la joie dans l'existence, c'est-à-dire qu'on cherche à créer des situations pour soi et pour les autres qui nous mettent en joie et qui vont mettre les autres en joie. Et donc, je voudrais insister sur le côté très positif de l'éthique et libérateur. Parce qu'une fois que vous êtes en situation de vous intéresser et de comprendre l'éthique, vous allez pouvoir faire des choix personnels qui seront bons pour vous et bons pour les autres, et vous allez vous orienter vers une vie où vous serez à la fois combatif, entre guillemets, c'est-à-dire capable d'être résilient dans les différentes situations qui vont se poser à vous, et en même temps de mener une vie qui sera bonne, c'est-à-dire qui sera majoritairement orientée par le désir, l'amour et la joie, plutôt que gouvernée ou dominée par la peur, la colère et la tristesse. Donc j'aime bien présenter cette diapo en conclusion où on voit à gauche Archimède qui découvre donc la force de flottabilité. Et en fait, c'est une source de joie que de découvrir des vérités et d'être capable de les exprimer. Et si on va sur les étudiants ou étudiantes modernes, c'est également une source de joie de découvrir la vérité et de pouvoir travailler dans des conditions qui vous permettent de l'établir. Donc, d'une certaine manière, le travail scientifique, ce que nous faisons tous à travers ces travaux de doctorat et que je vous souhaite de faire en tant que futur chercheur, c'est vraiment une source de joie quasiment infinie. Donc, je vais peut-être conclure là-dessus, de façon à laisser suffisamment d'espace aux questions autour de toutes ces questions d'éthique. C'est bien noté. Merci beaucoup, Jean-Marcel Piriou, de l'intérêt de faire de l'éthique pour éventuellement emprunter des chemins, sinon heureux, du moins plus sereins, et on a besoin de sérénité, j'ai cru le comprendre en ce moment de nos jours. Alors je ne reviendrai pas sur la dernière slide, elle m'interpelle beaucoup parce que j'ai l'impression que vous mettez en regard des choses un peu que moi j'interprétais au départ un peu différemment. Je vois dans le personnage de gauche de l'euphorie, hein, quelque chose qui relève d'une révélation, d'un eureka et donc quelque chose d'assez momentané, lié à une épiphanie comme telle, ramassée dans une unité de temps assez brève, alors que j'avais cru comprendre que la source de joie auquel vous faisiez allusion, c'est plus une source de joie profonde, ancrée dans le temps, liée à une manière de voir le monde. Mais j'ai peut-être mal compris la slide sur ce sujet. Ah non, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a en quelque sorte plusieurs temps dans la joie. Les émotions sont souvent des choses à assez court terme, c'est-à-dire c'est une fulgurance, hein, les émotions. Mais par contre, lorsqu'on connaît régulièrement la joie dans l'existence, on acquiert petit à petit ce qu'on appelle la confiance. Et la confiance, c'est la certitude en quelque sorte d'être capable de reproduire des joies dans le futur. Et du coup, ça amène la sérénité. Et donc, du Hmm. coup, on tombe sur un autre type de joie qu'on peut qualifier d'une joie en repos. Spinoza, dans la dernière partie de l'Éthique, il appelait ça les joies en repos, comme l'allégresse ou la béatitude. C'est-à-dire, c'est des situations où on est à la fois conscient qu'on a des joies ponctuelles intenses et on a la certitude de vivre dans une ambiance à long terme qui est celle de la confiance et de la sérénité. Et ça apporte une joie que Spinoza appelait les joies en repos. Ouais. Hmm.
et qui sont de bons. Alors, bon, je vous propose d'aborder peut-être un ou deux points, un peu de théorie générale de l'éthique, puisque ça remonte dans le chat. Et puis ensuite, on peut profiter de cette conversation en descendant, je dirais, dans les réalités des laboratoires, avec les questions éthiques qui peuvent éventuellement se poser. Juste un point. Je vous rappelle qu'il y avait une question dans tout à l'heure. Quelle est la différence entre la morale et les normes sociales? On avait un tout petit peu botté en touche. Zacharia, lui, dans le chat, ne botte pas en touche et il répond à ses yeux, en tout cas, la différence, c'est que entre morale et normes sociales, c'est que la première comprend des règles de conduite rationnelles et partant universelles, donc il parle a priori de morale, tandis qu'une norme naît des habitudes sociales et partant, c'est une morale relative. Pourquoi pas? Après, est-ce que toutes les morales peuvent véritablement prétendre à l'universalité je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des morales différentes. Donc, est-ce que c'est vraiment le critère absolu? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Marcel Piriou. Alors ça, c'est un sujet passionnant et complexe qui a été débattu sur des siècles, hein. Ouais. Par exemple, vous prenez le cas de Nietzsche, par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle Généalogie de la morale, et le livre est entièrement centré sur la question qui vient d'être posée là. Et donc, dans Généalogie de la morale, Nietzsche s'interrogeait sur la part de la morale qui peut être qualifiée en sorte de conjoncturelle, c'est-à-dire qu'elle est liée à des décisions qui sont prises ici et là, qui vont dépendre des ethnies, des peuples qui les ont prises, ou quelle est la partie de la morale qu'on pourrait en quelque sorte naturaliser, entre guillemets, c'est-à-dire qui Mm. semble fondée dans la biologie de l'espèce. Vous prenez des comportements comme par exemple la solidarité, semble profondément ancrée dans notre espèce, mais la solidarité, elle remplit une fonction quasiment biologique. C'est-à-dire que le fait d'aider quelqu'un qui ponctuellement s'est cassé la jambe ou s'est fait une entorse et le soigner, par exemple, ça revêt un intérêt pour l'espèce. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du groupe qui survit mieux grâce à ça. Et Mm. donc, une partie de la morale est en quelque sorte naturalisée, c'est-à-dire qu'elle est au cœur même de la biologie de l'espèce. Par contre, d'autres aspects moraux peuvent être beaucoup plus conjoncturels et beaucoup plus discutables. Et en général, on observera d'ailleurs que ces aspects-là vont être très différents, admettons, entre les Français, les Allemands, les Africains, les Américains. On va voir que les différents peuples vont avoir traité cette question différemment. Et le simple fait qu'ils l'aient traité différemment interpellera sur le fait que c'est plus discutable, justement. Mm. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet de discussion, ouais, cette question des conventions sociales. Ouais. Hmm. Si vous voulez, vous pouvez ne plus partager votre diaporama Oui. si vous le souhaitez. Une question là aussi un peu épaisse hein, de Milo dans le chat. Tous les cas cités, drone, eau, esclavage, ne relèvent-ils pas, au-delà de l'éthique, des conflits politiques entre différentes entités qui défendent leurs intérêts propres? Par exemple, vous avez parlé voilà, de Nestlé, son but c'est plus de faire du profit, les citoyens c'est d'avoir accès à l'eau parce que le boire est vital, etc. Ramener ça à un conflit de valeur morale, ramener ces oppositions à un conflit de valeur morale, n'est-il pas réducteur en passant à côté des intérêts purement matériels des deux parties, profit versus vie pour caricaturer? Les esclavagistes n'agissaient pas au nom d'une éthique particulière, comme vous l'avez bien dit, mais tentaient plutôt de maintenir ce système avantageux pour eux en l'associant à une certaine morale. Idem pour le vote des femmes, le conflit n'est-il pas mieux expliqué par la défense des intérêts propres des deux parties que par un conflit de valeurs? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Jean-Marcel Piriou? Bah, sur la première partie de la question, sur le lien avec le politique, oui, c'est extrêmement clair. C'est qu'effectivement, les implications politiques sont très fortes. Et notamment, si on réfléchit même à la philosophie politique, hein, c'est que la politique, en principe, lorsqu'elle est bien menée, est un art, et c'est l'art, en fait, d'organiser la vie des sociétés humaines. Donc la politique, voilà, c'est l'art d'organiser la vie des sociétés humaines, mais la politique tient plus ou moins compte de l'éthique. Et effectivement, comme elle est très bien remontée dans cette question, quelquefois, il y a simplement des intérêts, et donc les gens ont des intérêts matériels ou des intérêts de puissance à établir certains types de fonctionnement politique. Et donc, du coup, ils vont bâtir des politiques qui ne sont pas conformes à l'éthique. Donc, si on cherchait à raisonner idéalement, on devrait avoir l'éthique qui serait tout en haut, et l'éthique serait à l'origine de l'écriture d'une constitution, et ensuite la constitution créerait des lois, et les lois ensuite deviendraient, comment dire, le fonctionnement politique de la nation, et elles seraient conformes à l'éthique. Mais en réalité, dans beaucoup de systèmes, il y a une inversion, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent des politiques en faisant l'éclipse de l'éthique. C'est-à-dire que eux, l'éthique ne les intéresse pas beaucoup, c'est pas leur problème, c'est pas leur sujet. Eux, ils cherchent à privilégier une certaine communauté ou une certaine fonctionnement, où ils ont des valeurs qui ne sont pas conformes à l'éthique, mais c'est pourtant eux qui ont le pouvoir politique. Donc effectivement, il est tout à fait possible que la politique ne soit pas conforme à l'éthique, et c'est bien un enjeu de réfléchir à la philosophie politique, c'est-à-dire comment bâtir des politiques qui sont plus conformes à l'éthique,
Par exemple, en son temps, Spinoza a beaucoup réfléchi à cette question, hein. Spinoza vivait à une époque où il y avait des guerres de religion, où il y avait des oppositions très fortes entre des systèmes. Et Spinoza n'a jamais osé publier son écrit de son vivant parce qu'il avait beaucoup trop de chances d'être assassiné suite à ses travaux. Donc c'est pour Hmm. dire que l'éthique a un enjeu politique et que s'affirmer de façon éthique amène souvent à se créer des problèmes politiques parce que les gens qui ont déjà le pouvoir n'ont pas forcément envie que vous fassiez passer votre discours éthique à ce moment-là. Ouais. Alors, trois questions hyper intéressantes. La première vient de Quentin. Bonjour, dit-il, j'ai une petite question pragmatique pour notre recherche, en tout cas pratique peut-être. Comment fait-on pour opérationnaliser l'éthique, pour passer d'une réflexion théorique à une véritable méthodologie de recherche, entre parenthèses de recherche? J'ai l'impression que la question, c'est celle d'aller au-delà ou par-delà l'approche théorique nécessaire. Concrètement, quels conseils vous donneriez pour lorsqu'on a un problème concret de nature éthique dans un laboratoire en tant que de jeune chercheuse ou jeune chercheur, comment on fait? On s'y prend pour adresser le problème. Alors, cette question sera en partie répondue par la suite de la matinée sur l'intégrité scientifique, les référents d'intégrité scientifique, etc. Moi, ce que je peux dire à ce stade, c'est que déjà d'un point de vue éthique, j'ai montré une diapo qui montrait une méthode éthique, c'est-à-dire que lorsqu'on réfléchit à un problème éthique, il faut d'abord identifier les faits qui sont en jeu dans cette situation. Ensuite, il faut identifier les valeurs qui sont en jeu. Ensuite, il faut trier les valeurs par ordre de croissance importante en rapport avec le problème que l'on étudie. Et une fois qu'on a trié ces valeurs, on est capable effectivement de prendre une décision, c'est-à-dire faire une prescription éthique. Et Hmm. donc ça, c'est un travail qu'on va être capable de faire aussi bien à l'échelle individuelle que ensuite en s'associant dans ce qu'on appelle un comité d'éthique. C'est-à-dire d'un point de vue tout à fait pratique, dans cette situation, on se réunit avec plusieurs personnes réfléchissent sur les faits qui se présentent à nous, on étudie les faits, on étudie les valeurs, on les trie, on les hiérarchise, et on arrive ensuite à des recommandations éthiques. Donc il y a bien une méthode, et cette méthode est très pratique, et elle débouche sur des prescriptions, c'est-à-dire une prise de décision et des prescriptions de ce qu'il est bien de faire dans ce cas-là. J'espère que je réponds à la question, mais je pense que c'est très pratique en fait, hein. Une autre question. J'aimerais revenir sur l'usage du mot vérité. Est-ce que c'est un mot que vous avez beaucoup utilisé dans votre intervention? Je ne sais pas. En tout cas, ça interpelle l'intervenant. J'aimerais revenir sur ce mot de vérité. Parfois, en science, deux thèses peuvent s'opposer. Deux approches, par exemple, en sociologie des émotions constructivistes versus positivistes. Donc, deux thèses peuvent s'opposer en science. Il me semble que les recherches sur le sujet peuvent respecter l'éthique sans pour autant tendre vers une vérité absolue, point d'interrogation. Alors, c'est une excellente question. Et en fait, il se trouve que j'avais 4 ou 5 diapos rien que sur cette question-là, Eh que ben, je n'ai pas allez. présentée parce qu'à la demande de Mathieu, effectivement, on souhaitait laisser suffisamment d'espace au débat. Hmm. Et donc, j'aurais empiété peut-être sur l'espace des débats si je les avais traités. Mais effectivement, la question de la vérité scientifique est essentielle. Ce que j'aurais voulu dire, juste en quelques mots, c'est que la vérité scientifique, elle est basée sur ce qu'on appelle une vérité relative. C'est-à-dire que on va émettre une hypothèse et on va vérifier cette hypothèse dans un certain contexte expérimental. Et donc, dans le contexte expérimental, on va dire c'est vrai compte tenu de ce que j'ai fait sur ce contexte expérimental-là, avec ces données que j'ai. Donc, il y a à la fois une majesté dans la vérité scientifique, c'est ce qu'on appelle l'objectivité. C'est-à-dire l'objectivité ne dépend pas de la personne qui énonce une vérité, mais d'autre part, il y a une humilité dans la vérité scientifique qui est de dire, cette vérité, je l'ai vérifiée dans tel contexte expérimental. Et donc, si d'autres gens bâtissent d'autres expériences et qu'ils aboutissent à des conclusions différentes, alors on va remettre en question en disant, attention, le contexte, exactement comme ça a été fait lorsqu'on est passé de la physique newtonienne à la physique de la relativité générale d'Einstein. On a dit, le contexte de Newton marche très bien dans tout un tas de cas et avec un certain niveau de précision. Mais, par exemple, dans le cas du déplacement du périhélie de Mercure, ça ne s'applique pas. Et là, il faut la physique einsteinienne, etc., pour répondre à ça. Donc, ça répond à votre question en ce sens que la vérité scientifique, à un instant donné, il y a une façon unique de répondre à la question sur un certain jeu de données. Mais dès qu'on élargit le jeu de données, on va s'autoriser à pouvoir avoir une vision différente. Et si on voit qu'il y a un divorce ou deux visions différentes sur deux jeux de données différents, c'est très intéressant. Ça veut probablement dire le fait qu'on va pouvoir améliorer la connaissance de la vérité scientifique en l'étendant à quelque chose de plus large et donc en remettant en question ce qui était considéré avant comme une vérité scientifique, mais qui était relative au contexte dans lequel elle avait été développée. Bon, j'essaie de faire Une, très court parce que, ouais.
Il nous reste, non, mais c'est très clair, je trouve. Il nous reste un quart d'heure avant de passer à la table ronde finale de cette matinée où on parlera du RIS, du référent intégrité scientifique et d'intégrité scientifique, hein, encore une fois de manière plus spécifique. J'ai une question d'Anne dans le chat qui dit, en pratique, la plupart des décisions éthiques importantes à prendre sont souvent prises en groupe pour, dit-elle, ne pas assumer le poids de la décision seule. Est-ce que c'est un problème? Alors, est-ce que c'est un problème? L'éthique a-t-elle une notion d'échelle? Éthique à l'échelle de l'individu, à l'échelle du groupe, à l'échelle de la société, etc. Alors, les prises de décision éthiques, la plupart des décisions éthiques importantes à prendre sont souvent prises en groupe. Alors, je ne sais pas, Anne dit pour ne pas assumer le poids de la décision seule. Je ne sais pas si dans l'esprit c'est éventuellement péjoratif ou pas. En tout cas, est-ce que c'est un problème? Déjà, ouais, c'est une très bonne question et je pense que c'est vrai, les deux raisons jouent. Je pense dans le fait que quelquefois on cherche, lorsque les décisions sont complexes ou difficiles à prendre et des fois elles sont très à la vie ou la mort de certaines personnes, ça paraît vraiment essentiel d'élargir le contexte. D'abord par humilité, parce que il faut avoir l'humilité de reconnaître que tout seul, on a pas mal de chances de prendre une décision moins pertinente que si on prend le temps d'en discuter à plusieurs. Donc il y a une question de qualité sur le choix final qui encourage à élargir le débat. Et il y a aussi la raison que vous dites, qui est aussi une question de responsabilité, c'est que si on prend un choix dimensionnant, c'est aussi important que ce choix ait été collectif parce que d'une certaine manière, ça réduit votre prise de responsabilité. C'est-à-dire que c'est quand même assez important. Si il y a une décision à prendre où il y a un risque de vie et de mort pour des personnes, eh ben, si vous êtes seul à prendre cette décision, peut-être que vous serez seul. Il se peut que vous êtes dans un contexte où vous êtes obligé de prendre la décision seul, vous la prenez seul, vous assumez et vous avez la responsabilité qui va avec. Mais il est évidemment que votre charge émotionnelle et votre responsabilité est plus difficile que si vous avez pris le temps d'en discuter à 10 personnes et que c'est collectivement que les 10 personnes ont pris cette décision. Donc je pense que, comme vous le dites, et pour moi, c'est pas péjoratif, Ouais, ça a Anne bien un précise que sens d'essayer de c'était, se voilà, elle est décharger. médecin. Elle est médecin, Voilà, c'est pas péjoratif, c'est positif de absolument, mon point de vue de ne pas avoir à prendre certaines décisions seul, absolument, notamment parce qu'on est parfois plus efficace, plus intelligent à plusieurs. absolument. Euh, Enfin, j'imagine que ça dépend aussi des personnalités qui composent les groupes en question. Mais bref, en tout cas, on a l'idée. Mathieu, l'éthique peut-elle beaucoup changer au fil du temps pour une même personne, pour une même catégorie, un même groupe de personnes? Vous avez mentionné que les personnes en position de pouvoir n'ont aucun intérêt personnel à changer le système dans le cas où cela leur desservirait. J'exprime un doute sur le fait d'arriver à convaincre par simple débat d'idées de sorte à amener à un changement d'éthique, mais peut-être suis-je pessimiste. Autrement dit, est-ce que la conversation suffit à faire changer d'éthique des gens qui manifestement ne pensent pas d'autre qu'eux-mêmes? Alors, sur la C'est question de changer au cours du temps, là, oui, carrément, oui. Dans une vie, souvent, on peut changer l'ordre dans lequel on trie les valeurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir des changements radicaux. Par exemple, on pouvait très bien passer une partie de sa vie où on considérait que la liberté était beaucoup plus importante que la sécurité, et on prenait beaucoup de risques, on avait une vie très aventureuse, et puis un jour, en prenant conscience du danger qu'on courait, on se met à privilégier beaucoup plus la sécurité, par exemple. Donc ça, c'est un changement de valeur. Mais par contre, je pense que la méthode éthique, elle change pas beaucoup. C'est-à-dire que l'approche éthique consistant à étudier des faits, étudier les valeurs, les trier et faire ça, cette méthode, elle n'est pas très changeante. Ce qui est changeant, c'est pas le résultat de l'éthique, enfin, ce qui est, excusez-moi, ce qui perdure, c'est la méthode éthique. Par contre, ce qui peut être changeant, c'est le tri des valeurs, précisément. Donc, au cours de votre vie, vous allez trier les valeurs différemment. Et ça, c'est très, très variable. Et par contre, la méthode éthique ne change pas. Et par rapport à ce que vous dites sur la conversation, oui, certainement, c'est pas toujours évident de convaincre les autres. Ça, c'est absolument clair. Parce que la plupart des gens font une démarche dans laquelle ils ont une expérience de vie et ils ont avec leur contenu de ce qu'ils ont vécu, compte tenu des connaissances qu'ils ont, compte tenu des ignorances qu'ils ont, ils font souvent le meilleur choix pour eux. Et donc, du coup, dans cette situation-là, si vous arrivez avec une expérience qui est différente, vous pouvez leur parler de quelque chose qui leur est totalement inconnu.
Et du coup, ils ne vont pas vous suivre. Vous prenez même l'exemple de la douceur, par exemple. La douceur est quelque chose qui amène directement à une joie très très profonde de l'existence, mais il y a des gens qui ne l'ont jamais rencontrée. On ne les a jamais pris véritablement dans les bras, ils n'ont jamais connu la valeur de la douceur. Et ces gens-là qui se sont éclatés en ayant simplement une très grosse bagnole, en ayant un poste important, eh ben, ils ont l'habitude que toutes les joies de leur existence, elles sont venues du pouvoir et de l'argent. Et ces gens-là, vous n'allez pas pouvoir en un instant les convaincre de la pertinence d'être gentils avec les autres, parce qu'ils n'ont même jamais fait l'expérience physique de le bonheur et de l'intensité de la joie qu'on ressent en étant généreux, en partageant, dans un tas de choses. Donc je pense qu'il faut être très prudent lorsqu'on cherche à convaincre les autres, parce qu'on parle à des gens qui ont une expérience de vie qui peut être très très différente de la vôtre. Et Hmm. donc du coup, on n'est pas toujours convaincant, et c'est juste normal, parce qu'il faut des fois des années, voire des décennies, pour que quelqu'un puisse changer son opinion. Ouais. Hmm. Alors, j'ai deux petites questions quant à moi, et puis on va passer ensuite à la deuxième partie de cette matinée. Deux petites questions qui sont plus éthiques scientifiques. Des débats se développent dans la communauté scientifique actuellement sur l'impact néfaste de la recherche, de certaines activités de recherche scientifique, l'impact donc de ces recherches sur le climat. Il y a un livre qui est sorti, j'ai eu la chance de le chroniquer, enfin de discuter avec son intervenant, avec son auteur, c'est Décroissance. Je ne sais pas si vous en avez parlé, si vous en avez entendu parler. Ça parle, c'est un peu d'actualité depuis la rentrée. C'est un livre de Nicolas Chevassiot, lui, mais il y a plein d'autres bouquins qui parlent de ça. Et en tout cas, il y a une vraie discussion dans la communauté scientifique, dans les communautés scientifiques, sur cet impact sur le climat, sur l'effondrement de la biodiversité, sur le réchauffement climatique, au point que certains chercheurs, certaines chercheuses appellent à réorienter certaines activités de recherche. Qu'est-ce que c'est, quel est votre avis sur le renouveau de cette question? C'est une question très difficile, mais je la vois tellement remonter en ce moment dans les conversations que je ne pouvais pas m'empêcher de vous la poser. Là encore, c'est une excellente question et je pense que moi, je donne donc des cours sur l'éthique et l'intégrité scientifique en faculté et ça remonte très souvent par les étudiants, cette question. Et c'est une question très pertinente. La question, c'est est-ce qu'il est pertinent de rechercher dans tous les domaines et de la même façon? Par exemple, aujourd'hui, le budget de la France est réparti d'une certaine façon entre le budget pour les sciences mathématiques, physiques, etc., certains budgets pour les sciences humaines et sociales, pour l'histoire, etc. Et là, la question se pose, mais dans quel domaine est-il pertinent de chercher? Et est-ce qu'il est souhaitable de continuer à chercher dans tous les domaines? C'est-à-dire que sachant qu'on a déjà une certaine... Ce qui est dingue, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Marcel Périot, c'est que l'éthique scientifique ou le projet scientifique, disons après la Révolution française même, le projet scientifique d'ensemble s'est construit autour de l'idée de repousser les limites de la connaissance, repousser les frontières de la connaissance dans tous les secteurs, dans tous les domaines, par tous les moyens, y compris les moyens humains, hein. C'est ce qu'ont fait les exploratrices, explorateurs qui ont traversé le monde, parfois au péril de leur vie. Euh, Là, cette petite musique, pour certains, c'est une musique qui contrevient avec ce projet d'ensemble, ce projet philosophique de la recherche scientifique, puisqu'on dit il y a certains domaines où il vaut mieux ne pas connaître que de savoir. C'est quelque chose qui montait en puissance au XXe siècle. Maintenant, ce qui change un peu, c'est que ce sont des chercheuses et des chercheurs eux-mêmes, connaissent probablement tous Alexandre Grothendieck, dont on n'a pas parlé, mais on pourrait en parler, qui a pris ses distances en tant que chercheur vis-à-vis de l'activité scientifique. Voilà, juste, alors c'est un vrai gros sujet, mais Ouais. comment vous voyez monter spécifiquement cette question dans la communauté scientifique? Et est-ce que pour vous, Jean-Marcel Piriou, ça représente une forme de danger aussi qui pourrait dévier vers des formes d'antiscientisme? Alors, sur cette question-là, vraiment, je ne peux donner une réponse qui n'engage que moi. Là, franchement, je ne peux pas donner une réponse, je dirais, officielle, parce que là, je parle en tant que citoyen, et c'est vraiment très personnel la réponse que je peux donner à cela. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, le simple fait de dire qu'on ne va pas chercher sur un certain domaine, c'est-à-dire on va cesser d'augmenter le savoir, ça procède de ce que j'appelle, moi, l'obscurantisme. L'obscurantisme, moi, je le rejette. Je pense que c'est une erreur. Si des gens veulent chercher sur un sujet, c'est essentiel de les laisser chercher sur ce sujet. Par contre, ce qu'il faut nomenclaturer, c'est les applications techniques qui font suite à une découverte. Lorsque, par exemple, Einstein étudie la relativité, une partie de ses travaux ont contribué à créer la bombe atomique. Voilà. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas interdire à Einstein de travailler sur la structure de l'univers et de l'atome. Hmm, Moi, je pense que c'est très important de laisser les gens chercher. Par contre, il faut de temps en temps faire des moratoires, voire des interdictions de développement de certains types de techniques. Donc hmm, moi, je défends politiquement l'idée d'un État
qui s'arroge le droit d'interdire aux entreprises privées de développer certaines techniques, même si elles seraient développables, parce qu'on les juge non éthiques. Par contre, je pense qu'il est essentiel de maintenir la recherche dans tous les domaines, parce que interdire des pans de la recherche, ça procède de mon point de vue de l'obscurantisme, et c'est extrêmement dangereux. Je ne sais pas ce qu'en pense le chat. Sentez-vous libre de partager vos commentaires. On Mon discute, avis hein, cher. perso, Oui, non, mais voilà. mais c'est, Je j'ai peux pas de pas réponse, hein, répondre. Oui. moi-même. Chères chercheuses, chers chercheurs, allez-y, n'hésitez pas à commenter. J'ai une deuxième autre question. Alors, dans un tout autre domaine, mais que j'ai sélectionné parce que ça aussi, ça monte en puissance dans la conversation scientifique. Vous connaissez toutes et tous les problèmes de fraude scientifique, les problèmes de publication qui ont été coproduites par de l'intelligence artificielle et qu'on retrouve pourtant, en dépit des barrières qui devraient exister dans le peer reviewing, qu'on retrouve pourtant dans des revues, dans des journaux scientifiques qui ont pignon sur rue. Du coup, beaucoup de chercheurs, beaucoup de chercheuses, en tout cas certains chercheurs, certaines chercheuses, utilisent la plateforme PubPeer pour dénoncer des publications manifestement frauduleuses ou autres. Mais le truc, c'est qu'il y a certains chercheurs qui s'en offusquent, reprochant à cette pratique d'être une forme de délation, hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est vraiment une question éthique. C'est-à-dire que d'un côté, on a la nécessité comment dire, de faire remarquer que le problème la nécessité de faire remarquer que le système de publication scientifique est quand même sacrément en danger avec toutes ces fausses publications. De l'autre, il y a l'éthique consistant à dire, bah non, on va quand même pas dénoncer des chercheurs, des chercheuses qui, ok, ont un peu trop utilisé ChatGPT, mais voilà, il faut laver le linge sale en famille. Mhm. Bah, effectivement, sur un site comme PubPeer, l'avantage, c'est que les gens peuvent donc dénoncer donc, des articles qui leur paraissent douteux, et donc ça fait progresser vers la rétractation d'articles qui sont pourris. Donc c'est un très très bon travail, très très simple à la communauté. Et le fait que certaines dénonciations puissent être anonymes, c'est intéressant parce que ça permet à ce qu'il y ait plus de gens qui osent le faire. Mais évidemment, le fait que les dénonciations sont anonymes, ça peut encourager des gens qui veulent nuire à quelqu'un qui a fait pourtant un bon travail de le faire. Donc il y a aussi une forme de nuisance qui peut être amenée par ça. Mais globalement, moi j'ai l'impression que le système de PubPeer est excellent parce que ça permet une discussion générale et une remise en question d'articles précédents. Donc je pense que ça fait un travail globalement très utile, même s'il peut y avoir potentiellement une dérive par, on va dire, des gens qui profiteraient de l'anonymat pour faire des fausses dénonciations. Hmm. Mais il y a vraiment, c'est très important qu'on puisse critiquer tous les articles et qu'il y ait des sites qui soient dévolus à la critique d'articles existants. Ouais. Ouais, ok, très bien. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, dans le chat, Mathieu dit, le chercheur, c'est en référence à ma question précédente, le chercheur n'est pas responsable de l'utilisation qu'on peut faire de ses résultats. Euh, Ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Et alors, vous savez quoi? Là, j'improvise un truc, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on va faire un micro-sondage. Est-ce qu'on peut créer un sondage tout de suite? Je ne sais pas. Je vais essayer. En tout cas, Thomas nous dit le vrai problème de fond par rapport à la question de PubPeer, c'est surtout le problème maintenant bien identifié du publish and perish, qui est quand même assez. Je sais pas, un petit mot là-dessus peut-être pour dire que c'est un vrai enjeu éthique pour le coup là. Je peux, effectivement, oui, voilà, absolument. C'est sûr que c'est un enjeu éthique et du coup, il y a une réflexion là-dessus. Je sais que par exemple, à l'intérieur même du CNRS, ils s'interrogent sur le fait à l'avenir, pour recruter des chercheurs, de leur proposer simplement de donner une liste de 5 articles maximum et que parmi ces 5 articles maximum, ils tireraient au sort l'un d'eux pour les interroger. Et l'idée de ce processus, ce serait de changer le mode de recrutement interne du CNRS pour qu'on n'encourage pas les gens à publier beaucoup, mais plutôt à publier des bons articles plutôt que beaucoup d'articles. Donc il y a un vrai enjeu d'essayer d'éviter le publish and perish et du coup mais ça passera par le changement des modes même de recrutement des chercheurs dans les institutions. Donc c'est un Hmm. enjeu très vaste qui sera d'ailleurs peut-être abordé plus tôt dans la partie intégrité scientifique qui va suivre, hein, mais Ouais, effectivement. qui va suivre dans quelques instants. Mais avant, la remarque de Mathieu m'intéresse beaucoup, me fait réagir en tout cas. Le chercheur n'est pas responsable de l'utilisation qu'on peut faire de ces résultats. Alors, on va pas ouvrir un débat là-dessus. Néanmoins, j'aimerais avoir l'avis
de la communauté qui nous regarde en ce moment sur cette question, puisqu'on parle d'éthique. Est-ce que le chercheur est, oui ou non, responsable de l'utilisation, le chercheur ou la chercheuse, est oui ou non responsable de l'utilisation qu'on peut faire de ces résultats? Juste pour avoir au doigt mouillé, là, un ressenti de la communauté sur ce sujet. Et Mathieu me dit qu'en fait, il s'appelle Benjamin Sauvager. Il a un problème de connexion. C'est pour ça qu'il se fait appeler Mathieu. Je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, Benjamin, on a bien eu la remarque et on est très très heureux de vous avoir avec nous pour qu'on conclue cette première intervention. On peut vous remercier vraiment infiniment, Jean-Marcel Perriou, pour cette conversation. Oui, on était plusieurs à avoir le même pseudo du fait du lien. J'ai dû me reconnecter. Ah, bon, bah écoutez, il y a eu un problème technique. En tout cas, je suis content de voir que malgré lui, il y a plein de Mathieu dans le chat. Bon, qui disent qu'il ne s'appelle pas Mathieu, c'est peut-être un problème qu'on va solutionner une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marcel Piriou pour cette conversation. Je laisse le sondage ouvert. N'hésitez pas à y répondre. Vous êtes 92 pour l'instant, 93 à y répondre. Vraiment, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez en tant que jeune chercheuse, en tant que jeune chercheur, que vous soyez en première, deuxième, troisième année ou plus de thèse en 2025. Avoir un petit échantillon de réflexion, ça m'intéresse beaucoup. On va recevoir Gilles Salbert et Claude Ferrec, qui sont les deux intervenants de la table ronde qui commence maintenant. Il nous reste une petite heure avant de terminer cette matinée très chargée. Encore une fois, merci beaucoup Jean-Marcel Piriou, c'était vraiment super intéressant comme à chaque fois, j'ai appris plein de trucs. Et je suis sûr, dans le chat on me dit, oui, je suis sûr que c'est partagé. Oui, effectivement, c'est largement partagé. Donc, merci beaucoup du temps passé à avoir préparé cette intervention. Je laisse encore...